Bonjour, aujourd'hui je rencontre Annick qui a la clinique Solutions auditives Annick à Rockland. Bonjour Annick. Bonjour. Merci de venir nous visiter. Bienvenue, ça me fait plaisir. Donc, comment ça fonctionne le système auditif? Je sais que c'est ça que vous traitez à votre clinique à Rockland. Vous en avez une aussi à Castleman. Oui, hein? Okay. oui. Le système auditif comprend le canal auditif. Le son passe par le canal. Après ça, il fait vibrer le tympan. Derrière le tympan, il y a 3 osselets. Donc là, ce mouvement-là fait bouger les osselets. Ça, c'est le système mécanique du système auditif. Ensuite, les osselets frappent dans l'oreille interne. L'oreille interne a du liquide, puis le liquide frotte sur des cellules nerveuses qu'on appelle des cellules ciliées. Puis ça se transforme en énergie électrique. Les cellules ciliées vont transmettre le son au nerf auditif, puis le nerf au cerveau, puis c'est le cerveau qui interprète le son. Je vais vous interrompre pour un moment. Je veux avoir peut-être la fiche. On avait une fiche ici qui nous disait comment l'oreille était... on va regarder ça ensemble. Donc, si vous voulez reprendre un peu l'idée de qu'est-ce que... Donc, je vais mentionner aussi, la première partie vraiment, c'est le pavillon de l'oreille. Le pavillon agit comme un amplificateur naturel. C'est pour ça que notre oreille est faite comme ça à l'extérieur, pour amplifier naturellement le son avant qu'il entre dans le canal auditif. Une fois que le son pénètre dans le canal, il fait vibrer un tympan. C'est juste une petite peau mince. Ce tympan-là fait bouger des osselets. Il y a 3 osselets. Ça s'appelle l'oreille moyenne, ce système-là. C'est ça le système mécanique. Le dernier osselet frappe dans l'oreille interne. Puis, dans l'oreille interne, qui est la cochlée, il y a du liquide. Puis, il y a des cellules nerveuses. Puis, dépendant comment ce liquide bouge, va stimuler les bonnes cellules, soit des cellules qui sont responsables des fréquences graves ou les fréquences aiguës. Puis, ces cellules-là vont transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Puis, ils vont envoyer l'information au nerf auditif. Puis là, le nerf, lui, envoie le son au cerveau où le son est interprété. Incroyable! Incroyable! Vraiment, j'avais jamais pensé que c'était aussi complexe. Hein? C'est vraiment, vraiment complexe. Et puis, les gens qui ont des problèmes, on va tout de suite embarquer sur une question, les gens qui ont des problèmes de ballon, c'est souvent dû à des problèmes aux oreilles. Parfois, oui. C'est plus avec le système vestibulaire qui est rattaché à la cochlée, à l'oreille interne. Le système vestibulaire partage le même liquide que l'oreille interne. Donc, des fois, il peut y avoir une inflammation de ce liquide-là. Ça peut affecter le système du ballon. OK. Puis, il y a des exercices, je pense, qu'ils font pour replacer les choses. Hein? Oui, l'exercice, c'est pour un autre problème. Dans le système vestibulaire, il y a des petites roches, on appelle ça des otolithes sur les parois. Parfois, ces petites otolithes-là se déplacent. Ça envoie un message conflictuel au cerveau qui dit que la personne bouge d'une certaine façon, mais elle ne bouge pas de cette façon-là. Ça cause des maux de cœur ou un étourdissement. Donc, ces exercices-là, c'est pour aider à l'otolithe à retourner à sa place. Wow, hein? On va poser ça. Ensuite, c'est quoi la stéréoacousie? Il faut que je le lise comme il faut, là. Stéréoacousie. C'est une difficulté à localiser où les sons viennent. Donc, quelqu'un qui souffre de ça, un son qui peut venir de la gauche, lui va avoir de la difficulté à trouver la source. Donc, il va se tourner vers la droite. Ça va lui prendre du temps. Il a besoin de ses yeux pour voir vraiment où la source de son vient. OK. Donc, est-ce que c'est fréquent, ça, chez les gens qui ont des problèmes de... C'est plus fréquent quand que la personne a une perte auditive asymétrique. Ça veut dire pas pareil dans les 2 oreilles. Donc, une oreille meilleure que l'autre. OK. Donc là, si une oreille est plus basse, ben si l'oreille gauche est plus basse, puis le son vient de la gauche, ben peut-être qu'ils vont l'entendre mieux de la droite, donc ils vont penser que la source de son vient de la droite. Ah, OK, OK. C'est quoi les types de pertes d'ouïe en général? Il y a 3... il y a 4 sortes.
la première, c'est une perte conductive. La perte conductive, ça affecte l'oreille moyenne, le tympan puis les osselets. Donc, ça ici, là. C'est ça. OK. Donc, c'est quand ça affecte le système mécanique. Souvent, ces problèmes-là peuvent être corrigés par soit le médecin de famille ou un ORL, un otorhinolaryngologiste, un spécialiste des oreilles. OK. Les exemples de perte conductive, ça peut être soit un bouchon de cire dans le canal auditif, donc le son ne peut pas passer. Ça peut être un trou dans le tympan. Ça peut être, donc le tympan ne vile pas bien. OK. Ça peut être une accumulation de liquide derrière le tympan. On voit ça souvent chez les enfants. Chez les enfants, il y a un tube qui connecte l'oreille moyenne à la gorge. Ça, c'est connecté avec les sinus. Les enfants, à cause qu'ils n'ont pas assez grandi encore, souvent la trompe d'Eustache qu'on appelle, c'est ce tube-là, il est trop horizontal, donc il vide pas bien l'oreille moyenne. OK, donc ça draine pas. Ça draine pas. Donc, ça crée une accumulation de fluide. Puis là, s'il y a du fluide, bien, le son ne peut pas passer, il est dans l'eau. Est-ce que c'est dû, comme les enfants qui font de la natation, puis ce genre de choses-là, est-ce que ça les affecte plus que d'autres ou non? Non, parce que ça n'a pas rapport. OK. C'est ça. Le tympan, il est imperméable. OK. Donc, l'eau ne peut pas passer derrière le tympan, à moins qu'il y ait un trou. OK. Un autre problème conductif, c'est l'autosclérose. Ça, c'est une ossification des osselets. Donc, OK. la chaîne tympano-ossiculaire ne peut plus bien bouger pour envoyer les sons à l'oreille interne. OK. Donc, c'est à peu près ça pour les pertes conductives. Après ça, l'autre type de perte qui est la plus commune, c'est les pertes neurosensorielles. Ça, c'est une perte de cellules ciliées, les cellules nerveuses dans l'oreille interne. Ça, à cause que c'est des cellules nerveuses, ça ne peut pas repousser. Donc, après qu'on les perd, malheureusement, c'est permanent. Oh, wow. Donc, la seule chose qui peut aider à corriger les pertes neurosensorielles, c'est un audiologiste. Aller voir un audiologiste comme moi, puis c'est par appareil auditif. Donc, l'appareil auditif va permettre au son dont les cellules ne sont plus là, de se rendre de nouveau au nerf auditif pour que ce son-là puisse continuer son chemin. Comment ça arrive, ça, qu'on perd... Les cellules, il y a beaucoup de facteurs. C'est beaucoup d'infections d'oreilles qui ont été maltraitées durant l'enfance peut causer ça. La méningite, un gros coup à la tête, des fois, ça peut faire ça. L'âge, puis l'hérédité, c'est un gros facteur. Ah, OK. Wow. Donc, vous traitez ça? Excuse. Le bruit aussi, oui. L'exposition au bruit. Comment vous traitez ça? Les pertes de cellules, c'est juste par le biais d'appareils auditifs. OK. Pour pouvoir entendre mieux. OK. Oui. Donc, ça ne se récupère pas. Un coup que c'est parti, malheureusement, c'est parti. C'est permanent. OK. Puis l'autre type de perte, c'est mixte. Mixte, bien, ça le dit, c'est une combinaison de conductif et neurosensoriel. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un bouchon de cire, puis une perte de cellules. OK. Puis le quatrième, ce qu'on voit plutôt chez les enfants, c'est un trouble auditif central. Donc ça veut dire que l'oreille, le système mécanique, le système électrique, tout ça fonctionne bien. Le son se rend bien au cerveau, mais c'est au niveau du cerveau. Le cerveau a de la difficulté à analyser les sons. Donc, il ne décode pas bien qu'est-ce qui rentre. C'est ça. OK. Donc, ça, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites pour ça? Il y a des thérapies qui existent, mais c'est difficile à corriger. OK. Donc, c'est plus des adaptations au niveau scolaire. Donc, des systèmes FM peut aider. Donc, l'enseignant porte un micro, puis soit qu'il y a un haut-parleur ou l'élève a des écouteurs. OK. Puis la voix du professeur est envoyée plus directement à lui, donc ça peut l'aider un peu. Wow! Hein? La presbyacousie, un autre gros mot. C'est quoi ça, la presbyacousie? C'est une perte auditive qui est progressive, qui arrive très, très lentement. Ça prend beaucoup d'années avant que ça commence à affecter la personne. Puis c'est relié à l'âge. C'est causé par le vieillissement normal. Ça l'affecte surtout les sons aigus, donc la clarté de la parole. Les sons aigus, c'est les consonnes dans la parole. Donc, quelqu'un qui ne prononce pas bien ses consonnes, on dit qu'il marmonne, mais la presbyacousie vont souvent entendre bien les graves qui donnent le volume. Donc, ils ne remarquent pas qu'ils ont un problème parce qu'ils entendent assez fort. C'est juste que des fois, ça ne sera pas clair. Mais souvent, ils vont attribuer ce problème-là à
ah ben, il marmonne, ou ah ben, quand elle me parle, elle s'en va, elle se tourne la tête, ou ben, c'est parce qu'il y a trop de bruit. C'est difficile pour la personne de vraiment dire ah, c'est mes oreilles. Parce que c'est juste la clarté qui est affectée et non le volume. Ah, OK. Donc, ça, on voit ça souvent chez les personnes âgées. Oui. Les chicanes de vieux couples partent souvent avec des histoires comme ça. Oui. On remarque que ça commence de plus en plus jeune. Oui? Dans la cinquantaine, j'en vois souvent. OK. Donc, les amateurs de heavy metal. C'est ça. Puis, on travaillait dans le bruit. OK. Donc, le bruit va faire avancer plus vite la presbyacousie. OK. Le dommage qu'on a causé quand on était jeune. Donc, c'est quoi les conséquences de la perte d'ouïe? Les conséquences, c'est que ça peut emmener à l'isolement. Puis, parce que la personne trouve ça tellement difficile, être en groupe, forcée pour comprendre qu'est-ce qu'il dit, que tranquillement, pas vite, sans s'en rendre compte, elle va s'isoler, elle va dire oh, je suis trop fatiguée pour aller là. Puis ça, l'isolement, ben, ça peut emmener à la dépression, ça peut emmener de l'anxiété. D'autres conséquences, c'est que un système auditif pas bien stimulé peut emmener l'hyperacousie. L'hyperacousie, c'est quand on devient super sensible au son. Donc un son que pour quelqu'un qui entend normalement sonne normal, mais pour cette personne-là, ça sonne exagéré au point que ça fait mal à l'oreille. Donc là, on vient dans un cercle vicieux. Donc quand la personne décide qu'elle veut faire quelque chose pour corriger son audition, soit en portant un appareil ou côté médical, c'est le système mécanique qui est affecté. Mais une fois que le son se rend de nouveau au cerveau, le cerveau réagit mal parce que ça fait mal ce son-là. Donc là, ça prend plus de temps à percevoir les bénéfices d'appareils auditifs, donc une audition corrigée, que quelqu'un qui n'a pas trop attendu puis qui n'a pas laissé l'hyperacousie s'en mêler. Aussi, il y a la privation sensorielle. Donc, plus longtemps on attend avant de stimuler le cerveau et le nerf auditif, plus on perd la capacité de décoder la parole. Entendre un bruit, c'est facile à entendre, c'est juste un son. Mais la parole, il y a beaucoup de sons à mettre ensemble. Entendre la différence entre ces lettres-là, à la longue, si on ne stimule pas bien le système auditif, on repère cette capacité-là. Donc, la parole devient comme plein de sons mêlés ensemble. Donc là, c'est plus difficile à ramener cette capacité compliquée-là. Avez-vous déjà rencontré des gens qui ont eu ce problème-là, que ça faisait tellement longtemps qu'il y avait ce genre d'effet négatif-là? Oui. Ah oui? À la clinique, vous avez vu beaucoup de gens comme ça? Oui. Donc, ça doit être... à ce moment-là, comment vous les traitez? Qu'est-ce qui arrive à ces gens-là? Beaucoup de counseling, puis c'est de travailler avec la personne, beaucoup plus de visites avec moi. Donc, au début, je suis très conservatrice au montant d'amplification que je donne à la personne. Donc, je ne vais pas emmener les appareils pour que le son se rende à la normale tout d'un coup. Donc, puis ça, j'en parle aux patients avant de s'embarquer dans les appareils auditifs, il va nécessiter plusieurs visites, puis de la persévérance. Donc, on augmente le son de l'appareil tranquillement, puis au rythme de la personne. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien écouter la personne, comment elle s'adapte avec les appareils. Donc, ça dépend toujours de l'individu. Certaines personnes, ça peut leur prendre 2 rendez-vous. Certaines personnes, ça peut leur en prendre 10. Comment ça fonctionne, les appareils? Qu'est-ce que ça a de l'air? Comment que ça se... Genre, on voit des fois discrètement un petit tube qui descend. Expliquez-moi un peu le principe derrière de ça. Oui, il y a des appareils qui vont dans l'oreille, puis des appareils qui vont derrière l'oreille. Il y a des avantages puis des désavantages aux deux. Celles qui vont dans l'oreille bouchent plus l'oreille. C'est bon pour quelqu'un qui a une perte auditive à toutes les fréquences, parce que toutes les fréquences ont besoin d'être amplifiées pour être envoyées au nerf auditif. Celles qui vont derrière l'oreille, il y en a des petites puis des grosses. Les petites, ils ont juste un petit fil qui passe devant. Ils sont de plus en plus populaires à cause du confort. Ils ne bougent pas l'oreille, donc l'oreille peut respirer, ça vient pas chaud puis piquer à la longue, surtout à l'été. Ceux-là sont bons pour quelqu'un qui a une audition normale dans les sons graves, comme ceux avec la presbyacousie. Parce que les sons graves ne sont pas bouchés. Donc, ils peuvent continuer d'entrer naturellement dans l'oreille. Donc, la personne peut entendre ces sons-là comme avant. Puis, l'appareil va seulement leur donner les sons aigus, la clarté de la parole. Donc, ça donne un son beaucoup plus naturel, plus confortable.
Si on mettrait un appareil qui bouche l'oreille à ces pertes-là, les sons graves seraient pris dans l'oreille toujours à cause que c'est bouché, puis ça résonnerait toujours quand ils parlent, donc ce ne serait pas un bon son. Donc ces petits-là, avec le fil, ont été inventés pour les presbyacousies. OK. Puis les grosses appareils derrière l'oreille, c'est quelqu'un qui a une pas mal bonne perte. Une grosse perte qui a besoin de beaucoup d'amplification pour que les sons se rendent au nerf auditif. Je sais que dans la région, on a beaucoup de gens qui travaillent comme dans le milieu agricole, par exemple. Puis je pense qu'eux ont des types particuliers de perte d'ouïe à cause de ça. Hein? Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Ça ressemble pas mal à la presbyacousie. OK. Le bruit affecte les cellules aiguës plus parce que la cochlée, c'est fait comme un petit calimaçon. Les cellules aiguës sont au bord, puis plus on va en dedans, plus les cellules graves sont là. Donc, quand on est exposé au bruit, c'est plus les cellules aiguës qui sont moins protégées puis qui se font plus abîmer. Les cellules graves sont plus protégées parce qu'elles sont plus loin. OK. Donc, on va voir chez ceux qui ont un dommage causé par le bruit, une audition assez normale dans les graves. Donc, le volume y est bon, mais ils ont de la difficulté avec la clarté, les cellules aiguës qui sont abîmées. OK. Et puis, c'est quoi les solutions auditives? Donc, on vient de parler de la grosse qui va en arrière ici, des plus petites qui vont en avant. Qu'est-ce que vous offrez, vous, à vos clients en général? Les clients commencent toujours avec le même type et puis on va vers les plus grosses selon Non. Ou c'est selon les tests que vous faites, que vous déterminez? C'est ça. Ça dépend du résultat de l'évaluation auditive que la personne a. Donc, j'en ai qui ont les petites dans l'oreille, j'en ai qui ont derrière l'oreille. Ça varie selon la personne. Les évaluations sont faites comment? C'est quoi les tests que vous faites? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est... Non, ça fait vraiment pas mal. Donc, je débute par poser une série de questions, une histoire de cas. Après ça, je regarde dans l'oreille du patient pour m'assurer que le canal auditif est tout ouvert, il n'est pas bloqué par de la cire. Puis que le tympan est l'air beau, qu'il n'y a pas de trou. Là, après ça, je fais un test qui s'appelle la tympanométrie. Ça évalue le mouvement du tympan puis de la chaîne ossiculaire, pour faire sûr que ça bouge bien. Que ça pourrait déterminer s'il y a du liquide derrière l'oreille ou un trou dans le tympan. Qu'est-ce que vous faites avec ça s'il y a un trou dans le tympan? Une patch? Ça, c'est l'ORL habituellement qui s'occupe de ça. Donc, dans mes recommandations sur mon rapport, je l'enverrai à son médecin de famille pour qu'il soit référé pour voir un ORL. OK. Après la tympanométrie, bien là, c'est le test d'audition, l'évaluation auditive, où est-ce que le patient porte des écouteurs, puis il y a un petit bouton, puis je lui envoie des sons. Puis chaque fois qu'il entend le son, il doit peser sur le bouton. Puis là, moi, je fais un graphique avec ça pour déterminer le type de perte, puis la sévérité de la perte. OK. Et puis, un coup que tout ça est fait, vous êtes capable de déterminer quelle sorte de perte qu'il y a. Puis à ce moment-là, on le match avec le bon équipement, le bon traitement. Ouais. Quel territoire vous couvrez? Prescott Russell, pas mal, parce que j'ai une clinique à Castleman. Donc, ma clinique de Castleman, j'ai des patients jusqu'à Cornwall. Puis à Rockland, j'en ai jusqu'à l'est d'Orléans. OK. Et puis, ça fait combien d'années que vous êtes en existence, la clinique? Ça fait 12 ans que je suis audiologiste, mais j'ai ouvert ma clinique l'an dernier. Donc, ça fait 1 an que ma clinique est ouverte. Donc, à Rockland et à Castleman. Donc, 2 endroits pour vous rejoindre si on veut faire tester. Est-ce qu'il faut avoir une recommandation du médecin ou est-ce que... Non, il faut y aller directement, puis l'évaluation est gratuite. OK. Donc, ça coûte rien. Ah, c'est bon. Oui. Après la pause, on va recevoir Louise Bissonnette du Sentier récréatif de Prescott Russell. Elle viendra nous parler d'un beau projet qu'elle a réalisé avec les filles du Studio du Coin. Alors, on vous attend après la pause. G53, G53. N40, N40. Bingo! Comment ça, bingo? Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. L'automne à TVC22! Hey!
Ah, mon tas de feuilles! Oh, il se fait là! Hey, t'as quel âge? Hey, il va nager où? Bernard Lévesque vous invite à l'art de peindre à son studio Art Plus pour prendre plaisir à peinturer avec lui. Composition, texture, tonalité, contraste et couleurs. Découvrez le monde fascinant de la peinture. Bernard Lévesque se fait un plaisir de vous aider dans vos peintures avec des conseils pratiques, trucs et astuces qu'il partage avec vous. Ne manquez pas l'art de peindre au studio Art Plus avec Bernard Lévesque sur TVC22 ou encore sur internet à www.tvc22.ca. Bonjour, on est de retour avec mon invité ici, Louise Bissonnette. Ça va bien, Louise? Oui, ça va bien, merci Anne. Merci de venir nous visiter à Pause Café. Ça fait plaisir. Alors, Louise est agent de projet pour le Sentier récréatif de Prescott-Russell. Qu'est-ce que ça fait un agent de projet, Louise? Projet, Qu'est-ce que ça fait dit... pas? Oh, ben, le mot projet te donne une indication dans le sens je m'occupe de différentes choses au niveau principalement du sentier, mais tout ce que ça peut comprendre aussi, autant au niveau de l'administration, la promotion, l'entretien du sentier comme tel, voir aux demandes qu'on peut recevoir, les demandes d'information, ces choses-là. Fait que ça, c'est résumé très rapidement. Donc, le sentier, comment long est ce sentier-là? C'est où exactement? 72 km. Et puis, le sentier a été construit sur l'ancienne voie ferrée, donc l'ancien corridor de Via-Rail. Et puis, si on fait d'est en ouest, là, on parle de, mettons, la frontière de Rigaud, à la province du Québec, aller jusqu'à la frontière d'Ottawa, donc dans le secteur de Hammond. Donc, si on peut dire, mettons, de Saint-Eugène à Hammond. C'est le corridor. Donc, 72 km. Et puis, on se connecte également à Ottawa, qui, eux, ont complété un 23 km à peu près. Donc, on parle de plusieurs. Et puis, d'ici un an ou deux, il y a aussi Rigaud qui va compléter 8 km environ. Fait qu'on parle d'au-delà de 100 km de pistes cyclables. Pistes cyclables en poussière de roche, avec quelques sections, 4 sections, si on peut dire, de 2 km chacune, pavées. Puis à ces endroits-là, on retrouve aussi les pavillons, puis un aire de stationnement, toilettes portatives et un abri avec table de pique-nique. Ce sont les... Donc, je sais qu'il y a un pavillon ici à Bourget. Il y a d'autres pavillons. Van Cleek-Hill, un pavillon. C'est quoi les endroits où il y a des pavillons? Encore là, si on parle d'est en ouest, Saint-Eugène, Van Cleek-Hill, Plantagenet, Bourget et Hammond. OK. Ouais. Donc, c'est un endroit où on peut se poser, on peut aller à la salle de bain portable. Là. Oui, oui. Donc, surtout le long, c'est de la petite roche? Oui, OK. Poussière de roche. Dans les sections où on retrouve les pavillons, c'est pavé, comme je vous dis. Et puis, à ces endroits-là, il y a plus de gens qui vont y aller, comme par exemple... plusieurs personnes ont un parent ou qui sont en fauteuil roulant, par exemple. Ces gens-là vont, ou même on a des organismes qui vont apporter leurs patients, si on peut dire, en fauteuil roulant pour une randonnée. Ça leur fait prendre l'air et puis c'est très apprécié. Il y a aussi les mamans avec les poussettes. Là. Ça, la section pavée est très appréciée pour ce genre de choses-là. Je sais que moi-même, j'ai utilisé, ça paraît pas, là, mais j'ai commencé à faire du jogging, imagine-toi donc. Puis c'était juste parfait pour le Couch Potato to 5K, au niveau de la distance, partir de Champlain, s'en allant jusqu'au bout du pavé et puis revenir. C'était juste parfait pour faire ce genre d'exercice-là. Oui, c'est à peu près 2 points quelques kilomètres à cet endroit-là, donc ça te donne environ 5 kilomètres. C'est ça. Oui. Donc, c'est vraiment bien entretenu aussi. J'ai remarqué que l'entretien est vraiment belle du sentier. Là. On met beaucoup d'efforts dans l'entretien. On a aussi à certains endroits l'assistance même de certaines municipalités ou même les résidents. Ah, OK. Certains ont vraiment adopté le sentier puis ils entretiennent là où ça touche leur terrain et ces choses-là. Fait que, oui. Ah, c'est bien ça. Donc, le territoire couvert, on le sait. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le sentier? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, tout ce qui est motorisé n'est pas permis. OK? Puis, c'est la même chose
pour les chevaux ou l'équitation. Malheureusement. Malheureusement, ce que plusieurs me disent. Il faut comprendre que ça a beaucoup à faire avec le bail que nous avons, l'entente que nous avons avec Via Rail. Parce que les Comtés unis de Prescott-Russell sont locataires, si on peut dire. Donc, on se doit de respecter le bail. Et puis, le bail stipule randonnée pédestre, vélo. Et puis, à l'hiver, un de nos partenaires, c'est la motoneige. Ah, d'accord. Donc, de là viennent les restrictions, OK. en grande partie. Le côté motoneige, ça rouvre, la piste est ouverte au motoneige aussitôt qu'il y a un certain montant de neige. Comment fonctionner pour déterminer quand est-ce que la piste est ouverte? Bien, on s'entend que lorsqu'on écoute la météo, c'est évident. Là, s'il y a juste une petite poussière de neige, les barrières restent fermées. Mais du moment qu'on parle d'une accumulation, là, on ouvre les barrières parce que c'est compliqué pour nous après ça, parce que là, il faut, des fois, l'accumulation est trop grande, si on peut dire, puis c'est plus difficile pour nous d'ouvrir les barrières pour laisser passer la motoneige et le groomer, si je peux me permettre d'utiliser le mot. Là. C'est ça. Et quelle sorte d'activités qu'on fait sur le sentier, à part la marche, à part les activités physiques? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se font sur le sentier? Bien, c'est un petit peu au choix ou selon les intérêts de chacun. Si on parle d'activités organisées, on peut voir sur le sentier une soirée d'observation d'étoiles. On peut voir des randonnées là, pour l'observation des oiseaux, donc l'ornithologie. Il y a aussi la photographie. Il y a le géocaching. Dans le fond, là, c'est tout ce qui se prête à la nature, si on peut dire. Là, c'est là. Il y a des gens qui vont aller pour faire un peu un inventaire de la faune ou de la flore. Tu sais, c'est comme... Oui. Ouais. Pour ceux qui aiment la nature, c'est l'endroit. The sky is the limit. Oui, c'est ça. On va maintenant parler de la carte vélo qui a été produite pour les comtés. Donc, on peut voir, les gens peuvent se procurer cette carte en vous communiquant. Oui. Puis elle indique vraiment, là on parlait du sentier, mais il y a d'autres endroits aussi dans la région où est-ce qu'on peut faire du vélo. Absolument. Donc, le sentier sur cette carte-ci roule jusqu'au bout ici. Donc, quand on parlait un peu plus tôt, Saint-Eugène. Saint-Eugène, c'est ici. Et puis, on voit les pavillons, c'est quand même bien indiqué. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette carte-là qui peut aider les gens à se véhiculer ou à se promener sur la piste? Bien, vous allez voir, on suggère, puis ce sont des suggestions, puis c'est un peu, encore là, comme la distance que vous voulez parcourir, mais nous vous suggérons des différents trajets. Il y en a des plus longs, puis il y en a des plus courts, il y en a qui sont plus panoramiques, si je peux dire, que d'autres. Ici, c'est très beau, le long du Ridge, le chemin du Ridge, et puis vous avez aussi l'autre, le long de la rivière des Outaouais. Parce que vous couvrez non seulement le sentier récréatif, mais tout ce qui est piste cyclable à travers Prescott-Russell. Ce qui touche le vélo, si on peut dire. D'ailleurs, le sentier récréatif vient tout juste de se doter, si je peux dire, d'une planification stratégique d'un réseau cyclable pour l'ensemble de la région. Ce qui veut dire que nous avons identifié, par exemple, à partir de maintenant, si je peux me permettre de dire, tous les chemins de comté qui seront réparés ou pavés, les accotements de 1,5 m de chaque côté seront inclus dans le pavage ou dans les travaux prévus. Okay. Ce qui veut dire qu'éventuellement, tous les chemins de comté auront un accotement pavé de chaque côté, donc permettant aux gens de soit circuler à vélo ou à pied selon si ça passe près d'une petite communauté ou pas. Donc, pour nous, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? On est dans la région de Clarence-Rockland, TVC 22, la couverture est de la région. Oui. Donc, si on regarde cette route-ci, elle vient jusqu'à Bourgette. C'est le grand circuit? Oui, c'est ça, le grand circuit. Oui. Donc, c'est 75 km, c'est quand même... Oui, mais vous savez, ça c'est une suggestion encore parce qu'il y a des gens qui circulent facilement ou qui roulent 75 km dans une journée, c'est pas un problème. Mais pour ceux qui voudraient avoir un trajet plus petit, c'est possible. Il s'agit juste de regarder la carte et de voir
quels chemins sont pavés, lesquels sont en gravier, et puis selon le type de vélo qu'on appartient, et puis aller avec une distance que nous, on peut, en tant qu'individu, gérer. Oui, c'est ça, exactement. Donc, on voit aussi qu'il y a des icônes, on voit des stationnements, on voit des points où est-ce qu'on... On peut s'arrêter pour soit dormir, soit manger, soit prendre une pause simplement. Et aussi, il y a des endroits là, qui sont indiqués pour des endroits, des attraits où on pourrait vouloir... Des attraits touristiques. Oui, c'est ça. Ouais, c'est très bien. Oui. Donc, comme on parlait déjà des activités sur la piste cyclable, ça m'amène, pas sur la piste cyclable, mais sur le sentier récréatif, ça nous amène à de la photographie. Hein, vous avez un peu mentionné un peu plus tôt qu'il y avait de la photo qui était faite sur le sentier. Je crois qu'il y a un groupe d'organisés. Le Studio du Coin, je crois, travaille de près avec vous, avec des projets de photographie? Absolument. Nous en sommes à notre 3e édition du calendrier. L'idée est venue de faire une promotion du sentier et de ses boucles cyclables. Donc, en partenariat avec Barnyard Studio du Coin, qui est situé au coin du chemin Rollin et Baseline, dans Clarence-Rocklin, avec les cours de photographie que Lynn et Nadine offrent, les étudiants, par la suite, peuvent soumettre des photos pour la production du calendrier. Et puis, je tiens avec moi, il est tout chaud de la presse, si je peux me permettre de dire. Le lancement a eu lieu hier soir. Et puis, là-dedans, on retrouve des photos des photographes. Et puis, il est vraiment beau. On en est fiers. C'est un bon projet. Oui. Et puis, à l'endos, on voit aussi une mini-carte, si on peut dire, qui permet d'identifier le sentier et les boucles. Parce que, comme je disais, les photos doivent avoir été prises à quelque part sur le sentier ou sur les boucles cyclables qui sont représentées à l'endos ici. Donc, dans le fond, ce que ça fait une promotion en bout de ligne, oui, du sentier, mais aussi de la région dans son ensemble. Donc, est-ce que c'est vendu, ce calendrier? Où est-ce que les gens peuvent se procurer le calendrier? Le calendrier, c'est sûr qu'on peut téléphoner au sentier récréatif, c'est évident, ou envoyer un courriel, mais il y a aussi, au bas de chacune des pages, des commanditaires. Ce sont des entreprises locales qui ont bien voulu supporter le projet. Et puis, des calendriers sont à ces endroits pour distribution. OK. Combien que ça vaut, les calendriers? Combien que ça vaut dans le sens, si quelqu'un veut participer comme commanditaire? Non, si quelqu'un veut avoir un calendrier. Il est gratuit. C'est gratuit? Oui. Wow! Pour le moment. C'est un beau cadeau, ça, oui, pour le temps des fêtes, hein? Pour ceux qui ont un petit budget. Un petit budget, oui, exactement. Wow, c'est vraiment bien. Il ne faut pas oublier que c'est des photos qui sont prises ici par des gens majoritairement d'ici, et puis imprimées dans la région aussi, et puis ensuite, on la distribue. Donc, c'est vraiment, avec l'aide de Barnyard Studio, c'est vraiment un produit local. Là. Ah, c'est excellent, ça. Donc, ça fait la promotion. Moi, je pensais qu'il y avait peut-être une levée de fonds attachée avec ça, mais non. On pourrait peut-être même éventuellement créer quelque chose, un outil promotionnel pour une levée de fonds avec ce calendrier-là. C'est vraiment bien. Absolument. Je dois vous dire que les photographes en sont très fiers. Les gens qui le reçoivent, en général, c'est la même chose. Comme, wow, toutes ces photos-là sont prises chez nous. C'est chez nous, c'est Prescott Russell. Donc, l'impression, combien qu'il y en a de calendrier? Cette année, 5800 copies. OK, 5800 copies. Donc, il faut faire vite, d'après moi, parce que ça va partir comme des petits pains chauds, ce calendrier-là. Absolument, absolument. On peut regarder un peu les images à l'intérieur. On a, en passant, le sentier pour vous rejoindre. On a le site web. Oui. On a le numéro de téléphone aussi. Oui. Donc, si vous voulez avoir des copies, ne vous gênez pas. Vous pouvez entrer en contact avec Louise. Ou vous pouvez encore... On pourra peut-être avoir la liste des endroits, des points de distribution. Absolument. Les gens pourraient peut-être contacter à ce moment-là. Donc, on les fera apparaître sur l'écran.
Dans notre beau projet, ce qu'on essaie de faire, c'est de couvrir la région dans son ensemble, autant au niveau de la photo qu'au niveau des endroits où les gens peuvent se procurer. Donc, techniquement, il devrait en avoir à peu près au moins un endroit dans chacune des communautés où on peut se procurer le calendrier. Donc, ça en est à la 3e année, c'est ça? Oui. OK. Oui. Et puis, vous travaillez déjà sur la 4e? On en a discuté un petit peu hier soir, oui. Oui. Avez-vous plusieurs photographes qui veulent... Si des photographes veulent s'impliquer, comment peuvent-on procéder? Bien là, il faudrait peut-être poser la question à Lynn et Nadine. Oh, Lynn et Nadine. Oui. D'accord. Lynn et Nadine s'en viennent après la pause et ils vont pouvoir répondre à nos questions. Oui. L'art de peindre au Studio Art Plus, c'est une émission sur le monde fascinant de la peinture. Animé par Bernard Lévesque, il se fait plaisir de peinturer pour vous, tout en vous donnant des conseils et des trucs dans une atmosphère décontractée. Il discute composition, texture, tonalité et couleurs, tout en partageant ses idées avec vous. Venez apprendre l'art de peindre au Studio Art Plus avec Bernard Lévesque à TVC22 ou sur Internet à www.tvc22.ca. Il m'a manqué mon Alex là. Non, c'est moi qui l'ai. Oh, 71. Oh, 71. Hey, si tu jouerais, ça irait bien mieux. Je sais pas compter. I30. Bingo! 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 C'est bon. Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. L'automne à TVC22. Ah! Hey! C'est là! Hey, va-t'en, vous! Ah, mon tas de feuilles! Ah! Hey, t'as quel âge? Ah! Bonjour les filles. Bonjour. Le studio du coin est avec nous. On a Nadine et on a Lynn. Là, je me trompe. C'est pas la première. Tu regardes la mauvaise, mais c'est correct, on sait. On a Lynn et on a Nadine. Bonjour les deux filles. Merci. Donc, je vous remercie de venir passer du temps avec nous. Hein? C'est une belle occasion. Ça nous fait presque plaisir. On est un peu gênés, là, mais je pense qu'on va être correct. Ah, je pense que ça va être correct. Une couple d'autres minutes, puis ça va passer. C'est ça. Donc, je voulais savoir les filles. De quel endroit vous venez? Le studio du coin, c'est à quel endroit? Ben moi, littéralement, je viens du coin. Oui. Hein? J'ai grandi dans le coin, mais au coin du chemin Rollin et Baseline, de Saint-Pascal, maintenant qui fait partie du Clarence Rockland. Alors, je suis vraiment une fille du coin. Mais j'étais partie pendant 29 ans. Je reviens, ça fait 4 ans que je suis revenue dans la région. Mais dans quel coin? J'étais au Nunavut. 3 ans au Manitoba, puis après ça, 26 ans au Nunavut, à Rivière-du-Nunavut, dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord. Où il fait très froid, mais c'est sec, alors ça se prend mieux que l'humidité d'ici. Oui, donc beaucoup d'ours polaires. Beaucoup d'ours polaires, beaucoup de caribous, des aurores boréales, des belles petites fleurs. Oui, très beau. On apprend à apprécier la nature d'une différente façon. Ça m'amène juste, j'ai pensé à la bouffe. Bouffe? Qu'est-ce qu'on mange? Oui, qu'est-ce que vous mangez dans le Grand Nord? Vous aussi, il y a du phoque, il y a des gens qui mangent. Moi, j'ai jamais mangé du phoque. Ça, c'est où j'ai. So cute. Ben, c'est pas ça. C'est plus, moi, la senteur, puis qu'est-ce que ça a l'air. C'est comme, c'est beaucoup de gras. OK. Ça, c'est une viande qui sent très fort. Puis bon, je suis pas très bonne avec les mets de d'autres nationalités ou même des mets que je connais pas beaucoup. J'ai mangé de la baleine blanche. J'ai mangé du poisson cru, du caribou cru. J'ai mangé un peu de tout, quand même, sauf hein? ça. Non, je pouvais pas. Mais on peut aussi manger de la bouffe comme dans le sud. Là. Les magasins à cette heure, ils ont pas mal de tout. Il faut payer plus cher, c'est on s'entend, mais ils ont pas mal de tout. Ouais, le transport là-bas, c'est fait par avion? Oui. Ben, les choses, comment on appelle ça, les produits périssables. Oui, c'est ça. Les choses qui sont fraîches, le pain, le lait, tout ça, ça arrive chaque semaine par avion. Il y a certaines choses, des conserves, ça peut arriver sur le bateau en été parce que ça se garde plus longtemps. Mais il y a quand même des choses qui arrivent toutes les semaines sur l'avion. Donc, ça coûte très cher.
La population, c'était quoi là-bas? Bien, dans le village où on était, moi, quand je suis arrivée, comme 30 ans passés, c'était environ 1500. Quand je suis partie 25 ans après ça, c'était 2500. La population avec 2500 à 3000, ça avait doublé en 25 ans. Un des villages qui grandissait le plus vite. L'idée de départ d'aller là, c'était quoi? Je suis allée là, j'ai travaillé à travers l'Église catholique. J'étais un agent pastoral, je me suis occupée d'un centre de jeunes, un peu de la paroisse aussi à un moment donné. Beaucoup de travail à ce niveau-là. Ah, cool. Et puis vous, madame? Je viens du Manitoba. Puis j'ai rencontré l'île au sud parce qu'elle cherchait des jeunes pour faire des ateliers au nord. Puis j'ai été choisie d'y aller. Puis j'ai beaucoup aimé la façon qu'elle vivait au nord. La porte ouverte, les gens y rentraient, ils sortaient. Je trouvais ça bien le fun. So, j'ai demandé si je pourrais aller vivre là avec elle pour travailler ensemble. Puis j'ai beaucoup aimé ça. J'étais là pour 13 ans. Puis au nord, on a fait des beaux projets. J'ai aussi j'avais un amour de la photographie. Puis Céline qui m'a montré le début de la caméra, elle m'a montré avec le film. Puis, donc la photographie est venue vraiment dans le nord. Pour moi, oui. Okay. Ouais, toi, Lynn? J'ai étudié en journaliste il y a 35 ans à peu près. Ça faisait partie de ma formation comme journaliste. Mais dans ce temps-là, on s'entend, c'était sur film, dans la chambre noire et tout ça. Mais j'adorais ça. Puis je m'en suis servi beaucoup dans le Nord pour des souvenirs, des choses comme ça. Puis quand Nadine est arrivée, bien, elle voulait en faire. J'ai tout monté ce que je pouvais. Puis éventuellement, on a changé au numérique, qui allait beaucoup mieux. Parce que dans le Nord, tu prenais un film, il fallait que tu l'envoies dans le Sud pour le faire développer. Donc ça prenait 2-3 semaines avant que tu aies ta photo. Je faisais des fautes pour comme 2-3 mois avant de réaliser « Ah, c'est ça! » Tandis que maintenant, parce que maintenant on enseigne la photo, les gens tout de suite peuvent voir « Oh, je comprends ma faute! » Tandis que moi, ça m'a pris beaucoup plus longtemps. Donc, vous êtes revenu dans la région ici, il y a 4 ans, c'est ça? C'est ça. Oui. Okay. Vous êtes établi à Saint-Pascal? C'est ça, sur la ferme de mes parents. Okay. On a rénové la grange, on en a fait... Bon, il y a une partie qui est grange pour les animaux, puis il y a une autre partie qu'on se sert comme un petit musée, puis en haut, on a une galerie d'art. Puis mon beau studio de photographie avec c'est haut, il y a beaucoup d'espace. Mais c'est dans un étable, dans une grange, donc c'est saisonnier. On s'entend, c'est pas insulé, là. Ouais. Et puis, au niveau de cours de photographie, je crois que vous avez été... est-ce que c'est Algonquin ou... Oui, j'ai pris beaucoup de cours comme au nord. Après que Lynn m'a tout appris, je voulais en avoir plus. Alors, j'ai pris des cours de... Chaque fois qu'on allait au sud, qui était Winnipeg ou Ottawa, je prenais des conférences. Vous saviez pas ça, vous demeurez dans le sud, vous autres? J'allais à des conférences où j'engageais quelqu'un pour la brosse à dents. Bien, j'engageais quelqu'un pour la fin de semaine pour m'aider à comprendre. Mais même avec ça, je voulais être capable de vraiment maîtriser, de mettre tous les points ensemble. J'ai pris le cours au Collège Algonquin, le cours de 2 ans de photographie. OK. Puis quand vous avez terminé, je me rappelle, je vous ai rencontré peut-être à ce moment-là, et puis vous aviez fait la une d'un des journaux d'Ottawa, Ottawa Citizen. Oui, j'ai fait le couvert. Wow, ça devait être excitant, ça. Hein? Après avoir 2 années de... Elle a déjà fait la une de Globe and Mail. Oui. Ah oui? Oui. Oh, excellent. Oui, puis aussi Above and Beyond, le couvert de magazine. OK. Oui. Wow. Pas pire, hein? Pas mal. Impressionnant. J'en suis bouche bée. Donc, ce que vous amène aujourd'hui, c'est le beau calendrier du sentier récréatif. Vous avez commencé ce projet-là il y a 3 ans, 4 ans? C'est ça, 3 ans. Et puis, comment ça fonctionne, ce projet-là? Comment ça, vous avez commencé ce projet-là? Ben, commencer, ça parle des racines. Mais c'est une drôle d'histoire parce que le partenariat entre le sentier et nous autres, c'est à travers Anissa. Non! Oui! L'entremetteuse. Oui! C'est elle qui avait suggéré que ça serait peut-être une bonne idée qu'on travaille ensemble. Je ne sais pas d'où venait ton idée, l'inspiration dans ça, mais en tout cas, ça a marché. Mais je ne sais pas, tu t'as dit parler des racines de... Non, c'est des racines de... Quand on vivait au nord, Lynn aime beaucoup les oiseaux. On a décidé de faire un calendrier sur les oiseaux, puis les gens y ont adoré ça. On a continué, on a fait 3 calendriers, ensuite un livre de seulement le village de Arviat. Il y a bien des gens qui vont faire des livres de tout le nord de Nunavut, mais nous, c'était juste le village. Puis les gens y ont adoré ça, puis on a vu la fierté des gens monter comme... C'était vraiment bien. Quand on est venu ici, on s'est demandé, est-ce qu'on fait un calendrier, puis après, quand on a parlé, puis avec Louise, on a dit, OK, pourquoi pas?
La région de Prescott Russell est très belle, puis... Oui, la mettre en valeur. Ouais. Elle est belle, mais souvent, on ne la connaît pas. Non, c'est ça. Puis, comme photographe, c'est sûr que c'est un honneur d'être publié. Ouais. Fait que si on peut aider la région à se voir encore plus belle, parce qu'elle est belle, mais des fois, on est tellement habitué, on ne le reconnaît pas. Ouais. Ou des fois, il y a des coins qu'on ne connaît pas. Ouais. Puis si on peut aider à ça, ben ça marche des deux bords. On aide les gens, puis ça nous aide, nous, comme photographes. On est fiers de ça, d'être dans le calendrier. Puis c'est un peu de là l'idée. Là. On savait que ça avait bien marché dans le Nord, fait qu'on était convaincus que ça fonctionnerait ici aussi, que les gens seraient fiers de se revoir, de voir leur coin de pays, leur bout de village dans le calendrier. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent, parce que les photos sont tellement belles, ils pensent que c'est nous qui avons pris les photos, mais on est un groupe de personnes qui ont photographié. Donc, comment ça fonctionne? C'est des gens qui prennent un cours, et puis vous explorez la photographie, vous leur enseignez des techniques, et vous allez sur le sentier avec eux, vous allez dans différents coins de Prescott Russell, vous prenez des photos, puis par la suite, vous avez le travail de décider lesquels se rendent dans le calendrier. C'est appelé ça. On enseigne des cours de photographie, puis le cours de base qui dure 5 leçons en classe. Après ça, on offre des ateliers, puis aussi ce qu'on appelle des safaris, des sorties dans Prescott Russell, souvent liées aux activités du sentier ou des activités de Prescott Russell qui sont plus ou moins connectées aux pistes cyclables ou toutes dans la région de toute façon. Puis là, les gens prennent des photos, puis ils raffinent ce qu'ils ont appris dans les cours de base en classe, puis c'est vraiment là, sur le terrain. Puis là, ils peuvent soumettre ces photos-là pour le calendrier. Puis cette année, on a eu au-dessus de 1700 photos qui ont été soumises, qui ont été prises pendant l'année dans la région de Prescott et Russell. Donc, je pense que les gens ont la technique, ils ont le savoir-faire parce que vous leur avez enseigné. Certains l'avaient déjà. Ouais. Ils sont venus nous voir pour aller un peu plus loin. Il y en a qu'on a vraiment vu grandir pendant les cours, mais c'est surtout après quand on va sur le terrain. En classe, tu apprends, mais bon, c'est sûr qu'on les fait pratiquer en classe, mais c'est artificiel. Quand tu vas voir une course de chien, puis il faut que tu penses vite, puis tu réagisses. Puis il y a du mouvement, ton sujet, comment encadrer, quoi utiliser, quel f-stop. C'est là que les gens, la passion, oui, vraiment. Donc, vous êtes là vraiment pour encadrer ces gens-là, pour produire le meilleur produit qu'on peut avoir pour représenter la région. Oui, mais premièrement, on le fait pour eux. Ouais. En tant que personne, en tant que photographe, on veut leur montrer, on veut leur aider à devenir des bons photographes. Puis s'ils veulent participer, c'est pas comme... Ils sont pas obligés. Ouais, non. C'est juste... Comme pour l'instant, je dirais que plus ou moins la moitié des photographes ont soumis des photos pour le calendrier. Donc, si les gens sont intéressés à participer, il faut vous consulter pour commencer, puis aller voir, peut-être prendre un petit cours avec vous, puis voir comment, si vous pouvez aller sur le terrain ensemble. Donc, faire partie du groupe, parce que finalement, quand j'entends qu'il y a 1500 images, si on prendrait les photos de monsieur, de madame, tout le monde, on n'en finirait plus. C'est justement. Donc, il faut se rejoindre au groupe. C'est pas un concours. Non. C'est vraiment un travail d'équipe, puis bon, la sélection des photos, c'est la première étape. Après ça, il faut faire la mise en page, il faut agencer les photos, puis tout ça. C'est pas fini là. Il faut essayer de représenter tous les villages, toutes les communautés. Ouais. Puis oui, comme tu dis, si c'était les photos de tout le monde, on pourrait pas gérer ça. Là. Ouais. C'est comme... Comme on voit, les beaux canards de Saint-Isidore. Et juste bien beaucoup de différentes activités qui se passent dans la région. Passe-moi là un instant, on va regarder peut-être chacune des images, puis on pourrait peut-être parler du photographe qui a pris ces images. Donc, on peut regarder le calendrier, on peut peut-être voir c'est quelle image qu'on a, puis les artistes, vous pouvez peut-être me dire un peu sur chacun des artistes. Peut-être, avant, on va retourner en arrière. J'ai dit tantôt que c'est pas un concours. Ouais. Sauf que pour la page couverture, on a choisi des photos parmi celles qui ont été soumises qui seraient bonnes pour une page couverture. Parce que c'est pas toutes les photos qui se prêtent à ça. Il faut que tu aies de l'espace pour écrire ton texte, ton année, tout ça. Fait que ça, on a sélectionné 6 photos, puis là, on a demandé le choix du public. Okay. Alors, la photo de la page couverture, c'est le public qui l'a choisie. Ah, OK. On choisit ça quand, à quel moment? Pendant l'exposition qu'on a à la ferme, à notre studio, pendant le mois d'août, les gens peuvent venir visiter le studio, puis là, voter pour la page couverture. On a eu au-dessus de 200 personnes qui ont voté pour les différentes photos. Il y en avait 6 de soumises. Puis la page couverture, c'est la 2e année, je pense. C'est le choix du public. C'est pas nous qui l'a choisi. On choisit les photos qu'on pense qui se prêtent bien, comme je dis, à pouvoir écrire le texte et tout ça. Puis là, le public choisit la photo qu'il préfère pour la page couverture.
Donc, cette année, c'est qui a eu la photo? Marie-Ève Bélanger de Rockland. Bon, une native de Rockland. Yeah. C'est la rivière Outaouais, puis c'est à partir de la rive près de Rockland. Ah oui, hein? Oui. Excellent. C'est vraiment beau. Hein? C'est vraiment un beau sujet. Ensuite, si on regarde, on va commencer par le mois de janvier. On est avec les motoneiges. Donc, sur la piste, sur le sentier récréatif. Oui, parce qu'en hiver, c'est plutôt les motos qui utilisent la piste, le sentier récréatif. Oui. Ça, c'est Joan Gallio. C'est une de quelques étudiants qui ne demeurent pas dans la région de Prescott-Russell. Elle vient de Cumberland, mais elle vient à beaucoup de nos activités. Puis même hier, au lancement, elle disait comment elle était fière d'avoir découvert la région, puis que là, elle veut ramener ses petits-enfants dans la région, puis participer à des activités ici. Venez dans la région, c'est ce qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Ça. Exactement. Ça fait la promotion de la région. Ici, on a Suzy Lantaigne, une autre qui vient d'Ottawa, puis qu'elle aussi, elle vient à presque toutes nos activités. Ça, c'était à Hawkesbury, c'est le Vent en fête, qui avait une activité de paraski, parachute, puis il faisait très froid cette journée-là. On a gelé nos doigts comme photographe, mais c'était une belle activité, c'est intéressant, quelque chose qui n'est pas très connu encore dans la région, le paraski, mais la région se prête bien avec les grands champs, puis aussi la rivière en hiver. Ouais. C'est vraiment beau. Oh, la belle cabane à sucre. Oui, puis c'est une cabane à sucre privée, puis on a choisi de faire ça. L'an passé, on avait mis juste des seaux, mais là, on a montré plus la cabane à sucre comme telle, mais aussi un peu, là, on aime à montrer notre histoire aussi. C'est comme l'agriculture puis la technologie de nos jours, on connaît, ça permet des choses grandioses, mais notre passé, ça fait partie de notre patrimoine, notre histoire, puis on en est fiers. Puis ça, ben c'est ça. Le monsieur, il ramasse son eau d'érable avec ses chevaux. Wow, puis c'est vraiment... On trouve spécial. À Hammond, c'est chemin Bouvier. Je sais pas s'il veut qu'on le dise, là, mais c'est fait, je l'ai dit. On ne dira pas son nom. C'est ça, on ne dira pas son nom. Photographe ici, c'est qui? Francine Lalonde-Carrière de Hammond. Ah, OK, excellent. Ça en fait plusieurs de la région. Ici, les beaux oiseaux. Oui, puis qu'encore beaucoup de gens ne réalisent pas qu'on a beaucoup d'oies blanches qui passent dans la région, puis qui arrêtent aussi, surtout au printemps, mais je pense aussi à l'automne. Ça, c'est pris dans la région de Bourget. Okay. Sur le chemin, on l'appelle le chemin Russell, la 2. Oui. Le chemin de comté. Oui, c'est ça. Dans la courbe, oui. en s'en allant vers Curran? Tout près du sentier. Si tu es sur le sentier, tu vois les oies. Qui devient un lac quand tu arrives là. Ça, c'est Kathleen Gates de Clarence qui a pris cette photo-là. De Clarence, OK. C'est ça. Ensuite, le beau champ. Puis qui fait partie de l'agriculture, on sait, est partie très importante de notre économie. Puis ça, cette photo-là est prise à Saint-Pascal. C'est une Isabelle Lessard, qui est éditrice du journal Agricom. OK. Puis qui a pris la photo. Ah, c'est beau, hein? C'est vraiment... Ensuite, la course de canards. Le fameux festival des canards. Puis ça m'intriguait, c'est quoi ça, cette affaire-là? Puis on a décidé d'aller faire un safari là avec nos étudiants. Puis on a trouvé ça pas mal intéressant comme principe, une levée de fonds, puis les pompiers sont impliqués, puis tout ça. Beaucoup, beaucoup d'enfants. C'est comme une fête familiale, finalement. Oui, il y a des beaux jeux pour tout le monde. Puis... c'est cute, hein? Puis la dame qui a pris la photo, elle vient de Rockland. Brenda Sia Mockler. OK. Oh, des beaux avions. Encore là, un autre joyau de notre région, l'aéroport, l'aérodrome, je ne sais pas c'est quoi le bon terme, là, à Pellington, qui appartient au Gatineau Gliding Club, mais c'est un aéroport qui est servi dans le temps de la Deuxième Guerre pour entraîner les soldats, les pilotes de la force alliée. C'est ici, là. Oui, on ne savait pas ça. Ah non, puis c'est précieux, moi, je trouve. C'est encore sur notre histoire, puis... Il y a certains des hangars qui étaient là, qui ont servi pendant la Deuxième Guerre, qui sont encore là. Puis il y a des graffitis sur les murs, des gens qui souhaitent bon retour aux soldats. God bless our soldiers. Puis des choses datées du 6 juin 1945. C'est quelque chose de... Oui. Ça donne le frisson, hein? Oui. De penser que c'est ici à côté. Et aussi, là, ils donnent des... tu peux aller pour 100 $, ils vont t'amener en haut. Puis l'argent va vers le club. Pour aider des gens qui donnent des rides, je ne sais pas comment dire, des tours d'avion pour des gens handicapés gratuitement. Puis quand que nous, on paye, ça les aide à faire ça, ça paye la gasoline pour donner un tour gratuit à un enfant handicapé. Comme tu vois, on est très passionnés de la région. Je vois ça. C'est... Puis encore une belle
activité, un tournoi de pêche pour ramasser des fonds pour c'est-tu le Crown Disease, pour la maladie du Crohn. Oui. C'est un tournoi de pêche qui a eu lieu à Wendover. Et puis c'est qui? Diane Lalonde, qui s'est levée bien de bonne heure pour prendre la photo. Fait que je suis sûre qu'il y a plein d'histoires en arrière de chaque photo. Puis cette journée-là, elle a participé à 4 différentes activités dans la région. Oh, wow. Pour prendre des photos. Boîte à savon, il y avait bien des activités. Oh, wow. C'est ici, hein? Un autre trésor de la région, je ne sais pas combien de gens qui savent qu'il y a un monsieur dans Prescott Russell qui fait des montgolfières. Ah! Puis qui vend des montgolfières un peu partout dans le monde. Incroyable. Aucune idée. Entre Fournier et Vaincliquet. Puis ils ont même un petit festival de montgolfières à la fin du mois d'octobre. Oh, wow! Oui, dans notre belle région. Oui, ça c'est chez nous. C'est incroyable. C'est ici? La tourbière d'Alfred. OK. Nous, on est tombés en amour avec la tourbière, mais ça, c'est un peu peut-être égoïste, parce que ça nous rappelle du Nord. Moi, j'ai vécu 26 ans au Nord. Quand je suis allée là pour la première fois, c'était comme littéralement me retrouver dans le Grand Nord. Ça serait plus ou moins une scène qu'on verrait à Churchill. Les petits arbres, les mêmes arbustes, les mêmes fleurs, les mêmes plantes. C'était vraiment... Ben, c'est ça. Et la photographe, elle vient d'Ottawa aussi. Son attire des gens de venir ici. Oui, c'est bon. Ça, c'est une fille d'Alfred, un nom Marcel, qui a pris la photo. Puis c'est une école de rang dans la région de Plantagenet. Puis si on voit, là, je ne sais pas si on peut voir avec la caméra, mais l'école a 100 ans cette année. Elle a été bâtie en 1915. Puis pour Manon, c'était important parce qu'elle disait c'est l'année du centenaire de cette école, ça fait encore là partie de notre héritage. Oui, ça j'ai été avec elle pour prendre la photo. Elle voulait de l'aide parce qu'elle avait juste gradué notre cours. Puis elle était très heureuse que je lui ai aidé, mais elle n'était pas satisfaite avec la lumière. Ça l'a retourné après, qu'on a pris du temps ensemble, puis là, elle a pris avec... c'est l'a beau, fait seule. Ouais. Vraiment, c'est très beau. C'est ici. Le pont de glace à Lefebvre. Un des ponts de glace à Lefebvre, parce qu'il y en a 2. OK. Puis encore là, c'est quand même assez spécifique à notre région. C'est plus très connu, les ponts de glace. Dans le temps, oui, mais là, il y a des traversiers, puis tout ça. Puis en hiver, ils dégèlent la glace. Mais les ponts de glace, ça existe encore. Puis c'est ça fait partie de la culture de la région, que tu traverses la rivière sur un pont de glace en hiver. Puis je me rappelle, quand on était jeunes, on faisait ça. Puis moi, j'en avais peur. Puis encore là, on peut faire ça. C'est spécial. Ça, c'est Nadine qui a pris cette photo-là. Ben, nous autres. On était là, ouais. Donc, je peux vous donner peut-être une idée des endroits où est-ce qu'on peut, dans Prescott Russell, pas dans Prescott Russell, mais dans Clarence Rockland, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut trouver notre beau calendrier. Oui. Hein, si vous êtes intéressé, il est gratuit. Moi, j'en reviens pas que ce soit gratuit. Les gens peuvent quand même faire un don pour le sentier. Ah! Moi, je pense que c'est une bonne idée. Et puis, il y a des gens qui nous demandent, on peut faire un don? Oui, les gens peuvent faire un don pour le sentier. Donc, à Bourgette, il y a Brazo Sanitation, Carlo Marcel Sprinkler, la pharmacie Bourgette les a. Ensuite, à Hammond, on a Photographie Francine Carrière, le Rona Lalonde, la station 4 saisons, Rockland, les meubles accents, la cité Clarence Rockland, Concepteur, Fashion Workwear, Via Vispa. Ensuite, Saint-Pascal, Barnyard Studio du coin. On s'entend, hein? Le Coldwell Banker First Ottawa Realty, Électrique 2002, Mace Siding et les Vergers Villeneuve. Donc, ça couvre pas mal tous les endroits où est-ce qu'on peut se trouver. Puis si on regarde cette liste-là, on peut dire que vraiment que je pense que la municipalité de Clarence Rockland, on a beaucoup de commanditaires qui viennent de là, puis on est très fiers de ça. Parce qu'on enseigne des cours aussi à Plantagenet, mais beaucoup c'est à Clarence Rockland. Puis c'est beau de voir notre municipalité vraiment croit au projet. C'est le fun d'encourager aussi les gens, d'aller acheter chez ces gens-là et puis peut-être voir qu'est-ce qu'ils ont à vendre aussi. C'est justement, on croit beaucoup à ça, travailler ensemble, puis oui, acheter local. Donc, pour les filles du studio du coin, on peut trouver, donnez-moi votre site web, votre numéro de téléphone pour que les gens puissent vous contacter s'ils veulent prendre des cours de photographie ou s'ils veulent discuter avec vous de notre projet, je ne sais jamais. 613-857-6539. C'est le site web barnyardstudio.ca ou studioducoin.ca. Ben merci. Ça me fait plaisir. Lynn et Nadine. Merci. Et on se revoit bientôt.